Bonjour à tous et merci de votre présence aussi nombreux à la Nuit du Hack, qui est toujours un si bel événement. Alors je vais vous parler de Zigbee, de domotique et de l'implémentation de Zigbee dans une box Internet TV française qui est assez connue. Donc on commencera par introduire le protocole Zigbee pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ça sert, comment c'est fait. On parlera des outils, quel outillage on a besoin pour faire de l'étude de protocole Zigbee au niveau hardware et au niveau software. On parlera ensuite de notre cible d'évaluation, si j'ose dire, avec tout ce qu'il y a à dire dessus. Et on verra qu'il y a pas mal de scénarios d'attaque intéressants. Et on finira avec des bonnes pratiques pour tout ce qui est sécurité sans fil. Parce qu'on a beaucoup de choses qui existent sur le marché avec l'Internet des objets, beaucoup de protocoles différents, beaucoup d'OS différents. Mais souvent, malheureusement, peu de référentiels de sécurité. Donc on verra qu'est-ce qu'il faut pour qu'un protocole sans fil soit d'un bon niveau de sécurité. Donc je suis René Huchit, je suis ingénieur en sécurité informatique. Je m'intéresse à pas mal de choses. Je fais des tests d'intrusion, de la recherche et de la formation essentiellement. Mais je m'intéresse surtout à tout ce qui est sécurité protocolaire et surtout tout ce qui est vulnérabilité de design, donc moins sur l'implémentation, parce qu'une implémentation, ça se corrige facilement, et on n'en parle plus. Le design, c'est un petit peu plus compliqué de faire des choses propres du premier coup, donc je m'intéresse beaucoup à ce qui est design des protocoles. Je fais partie de Digital Security, qui est une structure d'une trentaine de personnes qui s'est montée il y a un peu plus d'un an. Trentaine d'experts qui fait du consulting en sécurité, mais plus spécifiquement sur l'Internet des objets. Donc on a même monté un CERT, le premier CERT européen sur la sécurité des objets connectés, qui s'appelle le CERT UBIC, qui propose des services de veille avancée. Et notamment, on a un bulletin de veille technologique et juridique qui s'appelle OSIDO, auquel vous pouvez souscrire pour vous tenir au courant de tout ce qui est attrait à la sécurité des objets connectés. Voilà, je vous invite à aller sur notre stand pour vous renseigner sur ce point-là. Et sinon, on a un beau labo radiofréquence avec une caisse faradisée, avec plein d'équipements pour aller dessouder les différents objets connectés qu'on étudie. Donc voilà, c'est un réel plaisir de travailler dans cet environnement. Et accessoirement, on est Diamond sponsor de l'événement. Voilà, on va parler de Zigbee pour entrer dans le vif du sujet. Alors Zigbee, de quoi s'agit-il? Zigbee, c'est un protocole sans fil qui est basé sur une norme, l'I3E 802.15.4, qui permet de créer des réseaux personnels, donc on appelle ça PAN, Personal Area Network, et des réseaux maillés. Maillés pour que les paquets soient routés à travers donc, des mailles de proche en proche et pouvoir faire des réseaux par extension très rapidement. Zigbee est principalement utilisé sur la bande ISM des 2,4 GHz, comme le Wi-Fi ou le Bluetooth par exemple, donc c'est assez classique au niveau des bandes de fréquences. C'est pas quelque chose de récent, ça a presque 20 ans Zigbee. Ça a été standardisé quand même quelques années après et ça a été révisé plusieurs fois. Et surtout, il y a pas mal de variantes de Zigbee. Il y a 802.15.4 qui est la base, on va dire. Et puis après, dessus, il y a eu pas mal de couches qui sont venues se greffer, un petit peu différentes à chaque fois. Donc, il y a Zigbee. Il y a 3 versions de Zigbee, 2004, 2006, 2007. Il y a Zigbee Pro, avec 2 autres versions. Zigbee 3 qui est en cours de rédaction, mais qu'on verra peut-être arriver d'ici quelques années. Il y a Bluetooth 5 qui vient d'être annoncé. Donc, on est un peu dans la même mouvance. Zigbee IP. Voilà, où vous allez retrouver des similarités avec les réseaux IP. Il y en a déjà sur 802.15.4 avec 6LoWPAN. Et Zigbee RF4CE dont on va parler, qui va plus spécifiquement nous intéresser pour tout ce qui a trait à la domotique. Voilà. Alors, pourquoi Zigbee? Zigbee, en fait, ça propose un protocole de haut niveau à basse consommation. Donc, c'est adapté aux objets connectés. Et des communications de 10 à 100 mètres. Et surtout, ça propose du chiffrement natif, du chiffrement qui est à peu près correct, qui est de l'AES 128 CCM. Donc une variante de Zigbee qui va nous intéresser ici, c'est Zigbee RF4CE. Alors on connaît très peu ça en Europe parce qu'il y a très peu de produits qui sont compatibles RF4CE. C'est surtout utilisé aux États-Unis. Et Zigbee RF4CE a un usage principal qui est la domotique et plus précisément tout ce qui a trait à la télécommande. Donc télécommande pour des box TV ou télécommande pour des appareils multimédia, des chaînes stéréo, etc. etc. Donc c'est vraiment fait
pour tout ce qui est contrôle à distance, remote control en anglais, pour l'électronique grand public. Et Zigbee RF4CE, c'est inspiré de Zigbee, mais c'est surtout, ça utilise la couche 802.15.4, qui est la même que Zigbee, avec des petites variantes, on verra, notamment, c'est assez différent au niveau de l'échange de clés entre les périphériques. Sinon, on utilise la couche MAC et la couche physique de l'I3E 802.15.4. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser Zigbee plutôt que l'infrarouge pour une télécommande, vous allez me dire? Il y a quand même plusieurs intérêts qui fait que c'est assez commode dans un cadre domotique. Déjà, vous n'avez pas besoin d'être pile en face parce qu'avec une télécommande infrarouge, il faut pointer exactement notre périphérique. Et si on pointe un petit peu à côté, en fait, on ne peut pas télécommander son appareil. Là, en radio, on n'a plus ce problème-là parce que les ondes sont émises dans toutes les directions. Donc, on n'a pas besoin de viser précisément son appareil. Et puis aussi, on peut passer à travers des murs, ce qu'on ne pouvait pas faire en infrarouge. Deuxième chose, on n'est pas sensible à la lumière. Si vous avez essayé, quand il y a un grand soleil, de faire fonctionner un appareil avec une télécommande infrarouge, vous avez dû sans doute avoir du mal. Ou si la lumière est un peu forte chez vous, si vous avez un halogène, c'est un petit peu compliqué de faire de l'infrarouge. Donc là, on n'a plus cet inconvénient non plus. Zigbee, donc on a vu, supporte le chiffrement. En infrarouge, c'était pas implémentable directement. Et Zigbee aussi est bidirectionnel. Votre télécommande infrarouge permet juste de commander dans un sens. Là, avec Zigbee, on a une bidirectionnalité. Donc on peut envisager de faire une communication complète entre l'appareil multimédia et votre télécommande, faire des mises à jour de firmware, faire du feedback ou du force feedback d'ailleurs pour des télécommandes pour les gamers. C'est aussi envisageable. Et enfin, on a des débits qui sont très très corrects, beaucoup plus importants qu'en infrarouge, parce qu'il n'y a pas tant d'erreurs que ça, donc on peut aller beaucoup plus vite. Donc c'est adapté à tout ce qui est multimédia. Parlons un peu des outils maintenant, comment on étudie Zigbee. Alors il y a deux outils hardware à bas coût qu'on peut utiliser pour capturer des trames Zigbee. Une première petite clé, un dongle donc de chez Texas Instruments qui est le CC2531. Voilà, ça coûte environ 45 €. Et avec ça, directement avec la solution de Texas Instruments, Packet Sniffer, vous allez directement pouvoir capturer du Zigbee. Alors par contre, Texas Instruments ne fait pas trop de mise à jour et sur le support du produit et sur le logiciel qui accompagne cette clé. Donc les dernières évolutions de Zigbee, en fait, elles ne sont pas gérées dans le logiciel. Autrement dit, vous capturez les paquets bruts, mais vous ne savez pas forcément bien les interpréter parce que les dissecteurs ne sont pas à jour et ne tiennent pas compte des dernières évolutions de Zigbee, notamment le RF4CE qui nous intéresse ici. Donc ça marche bien, mais la partie logicielle vraiment peut mieux faire. Autre dongle intéressant, l'Atmel RZ USB Stick. Donc on est chez un autre constructeur, vous l'avez reconnu, c'est sensiblement les mêmes prix. Et cette clé-là est un peu plus limitée dans sa version de base parce qu'elle ne permet que de sniffer et pas d'injecter des paquets. Donc vous ne pouvez que récupérer le trafic, vous ne pouvez pas en créer. Ceci dit, après il y a des hackers qui se sont intéressés à reflasher le firmware et qui sont arrivés à activer l'injection de paquets et c'est ça qui va nous intéresser ici. Donc au niveau logiciel, vous pouvez utiliser donc la solution de Texas Instruments qui s'appelle Texas Instruments Packet Sniffer qui est gratuite. Vous avez une belle interface sous Windows graphique, pas de driver spécifique à installer, c'est plug and play, vous branchez votre dongle, vous lancez le logiciel et directement vous pouvez sniffer du trafic. Le problème, comme je vous ai dit, c'est qu'en fait ça ne supporte que les vieilles versions de Zigbee et pas les évolutions récentes ou les variantes récentes. Donc vous avez des erreurs de décodage. Et puis, il ne gère pas bien aussi les grandes trames. Alors, mieux que ça, une solution open source qui a été développée récemment, Killer Bee, qui est en fait un framework de plusieurs outils en Python qui permet d'étudier tous les protocoles basés sur Zigbee ou proches de 802.15.4. Et Killer Bee non seulement est fourni avec des outils, mais est fourni aussi avec un firmware qui va vous permettre de reflasher donc, votre clé Atmel RZ USB Stick de façon à pouvoir faire de l'injection de paquets. Donc c'est exactement la même problématique qu'avec une carte Wi-Fi. Pour faire des attaques, idéalement, il faut pouvoir émettre du trafic. En restant passif, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut.
Et là, typiquement, KillerBee vous propose un firmware pour flasher cette clé Atmel RZ USB-Stick. Il faut juste mettre un petit peu les mains dans le cambouis et acheter un adaptateur de manière à flasher. Donc il faut un flasher plus un petit adaptateur électronique de manière à venir se connecter sur les petits connecteurs de la clé qui sont vraiment tout petits. Donc faut être plutôt soigneux quand on fait cette opération de flashage. Mais une fois cette clé flashée, donc on va pouvoir écouter et émettre du trafic assez simplement avec des outils plutôt haut niveau. KillerBee vous propose même une petite version de SCAPI qui est modifiée pour faire de l'injection de paquets et du monitoring. Et autre solution qui mérite le coup d'être citée, au niveau des outils logiciels, il y a une solution propriétaire qui s'appelle Ubica Protocol Analyzer, qui est très orienté sur tout ce qui est 802.15.4, donc pas uniquement que ZigBee, qui supporte quasiment toutes les versions, les variantes de 802.15.4, qui est régulièrement mise à jour. C'est aussi un outil graphique sous Windows. Et en plus, il va gérer de manière transparente le chiffrement. Donc si vous lui donnez une clé, il va déchiffrer le trafic de manière tout à fait transparente. Donc c'est agréable à utiliser. Vous avez même... Ouais, le laser est un peu faiblard. Vous avez même sur la partie gauche de la capture d'écran une visualisation des différents nœuds de votre réseau et des différents réseaux ZigBee qui sont à proximité. Donc c'est assez pratique pour s'intéresser, faire de la découverte réseau en plus de la simple capture de paquets linéaires comme on a l'habitude de voir. Voilà. L'inconvénient, c'est un outil commercial, donc il y a une licence annuelle à payer. Mais revenons à nos moutons, et donc parlons de notre cible d'étude. Donc il s'agit d'une très fameuse box Internet TV française, qui est distribuée par un fournisseur d'accès, donc dans le pack, qui fournit donc de la DSL ou de la fibre. On a commencé l'étude en décembre 2015, donc fin d'année dernière, et je l'ai faite sur mon temps libre. Donc clairement, j'ai pris un jour par-ci par-là quand j'avais du temps pour regarder. C'était plus de la curiosité. Il y a 3 composants donc, dans cette box Internet domotique. Vous avez la partie box Internet, donc, qui est reliée à votre prise murale pour aller chercher la connexion. Celle-là, on ne va pas l'étudier directement parce qu'elle n'a pas de connectivité ZigBee. Par contre, il y a une deuxième box, qui est la box TV, qui elle a la connectivité ZigBee, puisque vous avez une télécommande ZigBee qui vous permet d'allumer cette box TV et puis de la piloter pour aller changer de chaîne, augmenter le volume, mettre en mute, etc., etc. Donc vous avez 2 composants qui sont intéressants, la box TV et la télécommande ZigBee RF4CE. Alors encore faut-il savoir que c'est du ZigBee RF4CE parce que c'est pas écrit dessus, loin de là. Donc soit vous sacrifiez une télécommande pour l'ouvrir et puis reconnaître un chip Texas Instruments CC quelque chose, soit vous faites des captures et vous essayez d'identifier le protocole en fonction de sa fréquence, de sa modulation, et vous finissez par trouver que c'est du 802.15.4 et qu'au-dessus, en essayant de faire de la dissection par des essais successifs, vous trouvez même que c'est du 802.15.4 RF4CE. Donc c'est le cas ici. Alors, contrairement à ZigBee, RF4CE a un échange de clés qui est un petit peu particulier. Dans ZigBee, en fait, il n'y a pas d'échange de clés sécurisé, c'est-à-dire que vous avez un premier chiffrement au niveau physique qui peut être fait, par exemple, par l'implantation d'une clé en usine entre les différents composants, et puis un deuxième chiffrement au-dessus, au niveau logique, qui est fait par un simple échange de clés où en fait on envoie la clé en clair au-dessus du canal chiffré, mais il n'y a pas d'échange de clés sophistiqué, donc de challenge à proprement parler. Donc dans ZigBee, on a un chiffrement physique et un chiffrement logique. Et en fait, une fois qu'on est sur un canal physique qui est sécurisé, on peut envoyer la clé en clair si vous voulez. Sauf que le problème de faire ça, c'est que si on a un accès physique au périphérique, on peut extraire la clé, donc déchiffrer la première couche, et puis après, l'autre est envoyé en clair, donc on récupère la clé dynamique qui est envoyée en clair, une fois qu'on a trouvé la clé statique. Ça, c'est un premier problème dans ZigBee. Ici, en RF4CE, c'est encore très différent. Il n'y a pas de chiffrement au niveau physique. Il n'y a même pas en fait de méthode d'échange de clés sécurisée dans ZigBee RF4CE. Le protocole ne le permet pas. Donc comment on fait un échange de clés? En réalité, on va essayer de noyer le poisson. On va découper notre clé en plein de petits morceaux.
Et il faudra, pour le récepteur, XORer ces morceaux, un à un, pour reconstituer la clé. Donc c'est vraiment de la dilution de clés dans le trafic. On va émettre plusieurs dizaines de paquets. Le récepteur devra tous les recevoir correctement, en vérifiant que le checksum est bon, code correcteur d'erreur, etc. Et faire des XOR un par un, de manière à retrouver la clé. Et chacun de ces paquets est acquitté pour pas qu'il y ait d'erreur de transmission, et puis il peut y avoir éventuellement retransmission. Donc c'est ce qui est appelé dans la norme des key seeds, donc des graines de clés qui sont envoyées. Et puis quand on a toutes les graines, en fait, on peut retrouver la clé complète. Donc on fait des XOR, donc typiquement donc on est sur des clés de 128 bits, c'est-à-dire 16 octets. On a des graines dans la norme RF4CE qui font en fait 80 octets. Donc on va XORer toutes les graines de 80 octets, on obtient un résultat de 80 octets. Sauf qu'on a besoin de passer sur 16 octets ensuite. En fait, il va falloir diviser en 5 les 80 octets de résultats et XORer les 5 parties, une à une, pour retrouver 16 octets de résultats qui seront la clé. Donc en fait, vous voyez, il n'y a pas de challenge pour l'échange de clés. C'est vraiment, on dilue la clé dans le trafic lors du pairage des périphériques. C'est lors de cette phase-là que ça se fait, pour au final XORer et retrouver la clé. Donc ça, c'est la norme RF4CE qui dit ça. Alors ici, dans l'implémentation de notre cible, de notre box, en fait, le constructeur de la box a choisi de diluer la clé dans 37 paquets précisément. Alors je ne sais pas pourquoi c'est 37, en tout cas, ce n'est pas du tout un chiffre standard. Alors peut-être qu'ils ne voulaient justement pas rentrer dans des choses standards pour éviter les outils automatiques qui existeraient éventuellement. Donc là, la clé l'échange de clés respecte la norme RF4CE, sauf qu'on est sur 37 graines de clés qui sont échangées de 80 octets. Et chaque graine, en fait, est acquittée en plain texte, en clair, par le périphérique. Alors, ce qui est drôle, c'est que pour éviter l'interception lors de cette phase-là, en fait, les graines de clé, plus précisément, sont chuchotées. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur une touche de la télécommande, vous avez un signal d'une certaine puissance. Mais en fait, lors du pairage, la graine est vraiment chuchotée pour minimiser le risque d'interception. Donc on appuie sur une touche de télécommande, normalement on est autour d'un niveau de signal de moins 6 dBm, mais lors du pairage, en fait, la télécommande et la box TV vont chuchoter la clé et on est à des niveaux de moins 58 dBm, donc beaucoup plus bas, des milliers de fois plus faibles en termes de puissance d'émission, simplement pour limiter le risque d'écoute. Donc on dilue et on chuchote la clé. Voilà, mais il n'y a pas de sécurité, à vrai dire, dans tout ça. Là, c'est de la sécurité par l'obscurité parce qu'on essaye de cacher la clé en la chuchotant, en la rendant la moins visible possible, mais elle est toujours là et elle est échangée de manière assez triviale et presque en texte clair, puisque en fait, il y a un calcul assez simple pour la retrouver. Donc c'est de la sécurité par l'obscurité, ce qui n'est pas en général une bonne chose. Alors quand est-ce que je fais cet échange de clés ? Évidemment, durant un pairage manuel entre la télécommande et la box TV, vous faites un échange de clés, donc à chaque fois. Quand vous n'avez plus de piles, vous avez changé les piles de votre télécommande, c'est pareil, il va falloir réappairer la télécommande, donc ça se produit aussi à ce moment-là. Et puis un attaquant peut surveiller en fait ce moment-là, simplement en regardant le niveau de signal de votre télécommande baisser au fur et à mesure que les piles s'usent. D'ailleurs, sur la box TV, vous avez une indication du niveau de pile, donc c'est exactement ce qu'elle fait aussi. La box TV se met à jour aussi toute seule au démarrage quand vous l'allumez. Elle se met à jour et puis il y a quelques mises à jour quelquefois où il faut faire le réappairage. Bon, il doit y avoir des choses qui changent de temps en temps. Et il y a un autre cas où la clé peut être rééchangée, cet appairage se refaire. C'est évidemment s'il y a une attaque d'un attaquant externe qui fait soit du brouillage, soit qui va faire du flou d'association, qui va essayer de s'associer de manière à faire une attaque de désassociation de la télécommande avec la box. Donc on est sur 4 cas où cette clé est échangée. Ensuite, comment fait-on pour sniffer les échanges entre la télécommande et la box? Alors ça se fait en 5 étapes. Déjà, on va capturer le trafic brut. Alors ici, il n'y a même pas besoin de chercher le canal. Sur cette box TV, en fait, le canal Zigbee est toujours le même. On est sur le canal 15. L'échange de clés et les touches se passent sur le canal 15. Donc c'est relativement simple.
Alors ensuite, comme je suis un peu fainéant, je vais toujours au moyen le plus simple de faire. J'ai converti la capture, qui est au format PCAP, par exemple, dans un autre format de plus haut niveau, pour ne pas avoir à disséquer le RF4CE moi-même. J'utilise Ubica, qui a un très bon dissecteur RF4CE, ça évite de tout refaire, pour faire un export en XML de tout le trafic. Et après, j'ai fait un petit outil en Python que je vous montrerai, qui va chercher dans le XML les différentes graines de clés, et qui va les combiner pour recalculer la clé. Donc à partir comme ça d'une capture réseau, on est capable de réextraire la clé de manière automatique. Et ensuite, cette clé, je l'utilise dans un sniffer Zigbee, par exemple Ubica à nouveau. Je la mets dans l'interface et puis ça va me déchiffrer tout mon trafic et je verrai tout en clair. Donc en 5 étapes. Première étape, donc la capture. Alors on branche notre clé Killer Bee. On vérifie qu'elle est bien branchée avec un outil du framework Killer Bee qui s'appelle ZBID, qui vous affiche donc l'identifiant de la clé. Là, on voit qu'elle est correctement branchée et que le firmware même a été flashé, puisqu'il y a le firmware Killer Bee sur la clé. Ensuite, vous avez un premier outil pour faire du war driving Zigbee qui s'appelle ZB Stumbler dans la suite. Et là, vous récupérez donc, vous voyez, le numéro de canal. ZB Stumbler va faire du channel hopping, balayer les différents canaux et chercher les canaux qui sont occupés en Zigbee et la version de Zigbee qui est utilisée. Et va vous donner le numéro de réseau, parce que sur chaque réseau Zigbee, on a un numéro logique qui est attribué à tous les nœuds du réseau, qui s'appelle le numéro de PAN, le PAN ID. Donc ici, on a trouvé notre numéro de réseau. C'est dynamique, donc il change de temps en temps, ce numéro de réseau. Mais là, typiquement, à un moment où j'ai fait la capture, c'était le réseau 6689 sur le canal 15. Voilà, ce qui permet de faire cohabiter plusieurs réseaux sur le même canal. Vous l'aurez compris. Une fois que j'ai trouvé le canal, j'utilise un outil à la TCP dump, si vous voulez, pour faire la capture. Ici, ça s'appelle ZBDump, simplement, donc en passant le canal et le fichier de capture PCAP. Je fais mon pairage de télécommande et je stoppe la capture juste après. Voilà, j'ai une centaine de paquets capturés. Très bien, je peux passer à la phase d'après. Donc la phase d'après, c'est la conversion en XML, pour ne pas m'embêter à parser, à faire un dissecteur RF4CE, etc. J'exporte en XML donc la capture avec Ubica. Après, il faut aller faire une petite cuisine dans le XML pour aller chercher les graines de clés, les key seeds. Donc là, j'ai fait un petit programme, vous voyez, ça fait 20 lignes de Python, pour aller parser le fichier XML, aller rechercher les key seeds, les bons endroits dans les key seeds, et puis aller faire le calcul, xorer les blocs sur les 37 graines de clés, et puis à nouveau séparer en 5 à la fin le résultat qui fait 80 octets pour avoir un résultat de 16 octets. Je lance ça sur ma capture. Le fichier XML s'appelle OPML. Bon, c'est une extension qui n'est pas très bien choisie, mais tant pis. Et vous voyez, là, il m'a trouvé donc les 37 key seeds dans ma capture et il m'a recalculé donc la clé. Donc là, j'ai cassé le chiffrement de cette box TV. Une fois que j'ai cette clé-là, je la mets dans Ubica, à nouveau. Et là, il me déchiffre mes paquets, cette fois-ci. Donc, vous voyez, status décrypté d'ici. Et puis là, on a donc le paquet déchiffré. Là, c'est un appui sur une touche de la télécommande qui est déchiffrée. On se rend compte en fait qu'il y a 20 octets à chaque appui de touche qui sont envoyés. Donc, c'est quand même assez bavard, Zigbee. Mais qu'en fait, vous n'avez même pas la moitié des octets qui sont réellement utilisés, puisqu'il y en a la moitié qui sont à 0. Donc, en fait, il y a de la place dans le paquet pour envoyer pas mal de choses. Et un appui de télécommande, c'est quand même pas très, très verbeux. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Alors donc première chose à faire, c'est évidemment capturer un échange de clés. On a vu qu'il y avait 4 cas où ça se produisait. Première chose immédiate que vous pouvez faire, c'est évidemment écouter les touches de télécommande de votre voisin. Alors ça n'a pas un intérêt fou de savoir qui change de chaîne ou qui augmente le volume, on est d'accord ? C'est plus intéressant par contre de faire de l'injection de touches de télécommande de manière à piloter sa box TV. Et puis toutes les attaques qui sont dérivées de celle-ci, c'est-à-dire de forger du trafic. Alors les attaques, il va y en avoir 2 types du coup. Il va y avoir les attaques en aveugle, où vous ne verrez pas en fait sur l'écran de la télé le résultat des injections de touches, d'accord ? Parce que vous ne voyez pas la télé de votre voisin. Et puis il va y avoir un deuxième type d'attaque, où vous ne serez pas en aveugle parce que vous voyez l'écran de votre voisin. Alors vous pouvez le voir pour 2 raisons.
Par exemple, parce que vous avez une baie vitrée, comme chez moi, en fait, j'ai un immeuble qui est en L. Donc, je vois les baies vitrées qui sont sur l'autre L de l'immeuble. Donc déjà, je vois la télévision de mon voisin. Donc dans ce cas-là, je suis plus en aveugle parce que je vois les résultats sur l'écran en face. J'ai pas besoin de les voir de très très près. J'ai juste besoin d'avoir une image, un visuel léger de ce qui se passe sur l'écran. Et là, je suis plus en aveugle. Il y a un autre cas où vous êtes plus en aveugle. En fait, c'est simplement, il faut se rappeler de tempête. Tempête, ce sont les émanations électromagnétiques des écrans. Votre écran de télé, il est particulièrement grand de nos jours. Et donc, il émet du tempeste, des émanations assez loin. Il y a eu des démonstrations à différents événements, mais grosso modo, on peut aller capter en fait l'écran, à l'image de l'écran, ces émanations à une vingtaine de mètres. Et à une vingtaine de mètres, donc à travers éventuellement un mur, on peut récupérer ces émanations et reconstituer un semblant d'image qui suffit à faire les attaques donc non aveugles sur cette box TV. Donc c'est les deux cas où vous n'êtes pas en aveugle. Voilà, le décor étant planté, en fait, il est possible de penser à 5 scénarios d'attaque. Premier scénario d'attaque, donc c'est évidemment toutes les fonctions classiques de la télécommande. Donc c'est accéder aux fonctions de la télé et aux souscriptions d'abonnements éventuellement que vous pouvez faire à des chaînes payantes. Il n'y a pas de prérequis. La plupart des choses peuvent se faire en aveugle. Et les impacts, c'est du déni de service parce que vous pouvez éteindre la télévision, éteindre la box et même la faire redémarrer. Il y a une interface pour le faire, ici. Vous pouvez vous abonner à des chaînes payantes et vous pouvez en plus rattacher des télécommandes supplémentaires à la box, ce qui vous permet de vous créer un accès dérobé sur la box au cas où la première clé changerait, soit de nouveau appairée. D'accord ? Deuxième scénario d'attaque, plus intéressant. Vous pouvez activer le Bluetooth sur la box, en allant toujours au même endroit dans le même menu. Donc c'est juste des frappes clavier bien précises à faire pour allumer la box, aller en la config et puis activer le Bluetooth. Et rattacher du coup en Bluetooth soit une souris, soit un clavier, soit un casque audio à la box de la victime. Ça nécessite quand même qu'il y ait un dongle Bluetooth qui soit connecté à la box. C'est évidemment pas toujours le cas. Par contre, à partir de ce moment-là, vous pouvez donc activer à distance le Bluetooth et ensuite faire du pairage de votre casque audio. Et qu'est-ce que vous pouvez faire d'intéressant avec un casque audio ? En fait, sur la box, on peut consulter le répondeur de la victime. Et donc, vous pouvez du coup consulter tous ces messages vocaux de sa ligne fixe à distance en appairant un casque Bluetooth. Ce qui commence déjà à être un peu plus sympa en termes d'attaque. Troisième scénario d'attaque, la box permet d'accéder à Internet par différents services. Il n'y a pas spécialement de prérequis et ça peut se faire en aveugle. Mais vous pouvez usurper l'identité de votre victime, soit en envoyant des mails. Si elle a configuré son adresse mail dans l'interface, vous avez accès à sa mailbox et des mails en son nom. C'est déjà un petit peu plus gênant. Il y a la même chose avec Twitter, il y a un client Twitter qui est intégré, donc vous pouvez envoyer des tweets, poster des tweets au nom de la victime, si elle a configuré son compte Twitter dans la box. Et sinon, il y a un navigateur Internet, donc vous pouvez aller sur des sites pas très recommandables, on va dire, voire franchement répréhensibles avec le navigateur Internet de la victime, et même lancer des téléchargements, parce qu'il y a un client BitTorrent, donc vous pouvez faire du téléchargement sur la box de votre victime. Et faire suspendre sa ligne éventuellement par les dispositifs qu'on connaît. Quatrième scénario d'attaque, encore un petit peu plus intéressant. En fait, dans l'interface de la box, on peut faire du pairage DECT, donc pairer des téléphones domestiques sans fil. Il n'y a pas de prérequis, ça peut se faire quasiment en aveugle. En fait, on n'a pas besoin d'avoir l'écran de la victime. Pourquoi ? En fait, il suffit d'aller sur cet écran DECT et de lancer un appairage, et du coup l'attaquant va pouvoir appairer son combiné DECT à la box et du coup pouvoir passer des coups de fil depuis la ligne de la victime ou recevoir évidemment tous les coups de fil que reçoit la victime quand elle n'est pas là par exemple, et accéder bien évidemment au répondeur de la victime aussi avec tous les messages enregistrés. Voilà, donc je me perds en DECT et j'ai accès évidemment à toute la ligne téléphonique comme un vrai utilisateur. Cinquième scénario d'attaque, un peu plus touchy, mais là, c'est un accès arbitraire au LAN de la victime qui est possible. Pourquoi ? Dans la partie configuration Wi-Fi en fait, de la box, vous pouvez visualiser
la clé Wi-Fi qui a été enregistrée. Donc elle est stockée en clair et visualisable à tout moment dans cet onglet de l'interface. Il faut juste que la victime ait activé le Wi-Fi, ce qui est le cas sur pas mal de box. Et en fait, là, on peut pas le faire en aveugle, hein, faut être en vision de l'écran ou en vision de l'émanation écran. Mais du coup, vous pouvez révéler le mot de passe Wi-Fi, aussi compliqué soit-il, et ensuite vous connecter en Wi-Fi au réseau LAN de l'utilisateur. Et là, vous avez un accès complet à son LAN, donc accès Internet complet. Vous pouvez sniffer et faire du mind the middle sur le LAN de la victime. Hein. Donc vous acquérez la connexion Wi-Fi, encore une fois, peu importe la complexité du mot de passe. Voilà pour ces 5 scénarios d'attaque. Alors, entre le moment où j'ai commencé l'étude en décembre 2015 et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit hic. En fait, le protocole, il a changé. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas volontaire, mais l'échange de clés a changé. Vous savez qu'il y a des mises à jour automatiques de la box au démarrage, et donc vous ne pouvez pas les retarder ou les contrôler, comme un certain Windows d'ailleurs. Maintenant, en fait, les graines ne font plus 80 octets comme avant, mais 22 octets. Donc là, on va dire l'intégrateur s'éloigne franchement de la norme RF4CE, parce que ça, c'est pas du tout prévu. On change complètement de choses. Et donc il y a toujours un procédé avec d'échange de keyseed, mais sur 22 octets au lieu de 80, il y a toujours 37 échanges de graines. Et les échanges se font en plus rapidement qu'avant. Ce qui fait qu'il faut avoir un dispositif qui tienne la cadence et qui sniffe suffisamment rapidement pour ne pas louper de trafic. Quelquefois, on loupe des petites trames comme des acquittements. Bon, ça, c'est pas grave, on n'en a pas réellement besoin. Donc la question, c'est de savoir comment ils arrivent à reconstituer une clé de 16 octets AES à partir de 37 clés de 22 octets. Et là, c'est plus un multiple, donc ça ouvre quand même un certain nombre de questions. Voilà. Alors, autre question qu'on peut naturellement se poser, est-ce que c'est plus sécurisé cette deuxième échange de clés qui a été implémenté récemment? Non, pas du tout, parce que c'est toujours pas un challenge. Il n'y a toujours pas de construction conjointe de clés. C'est qu'un envoi dans un seul sens. Donc à partir du moment où c'est un envoi dans un seul sens, c'est exactement le même principe. C'est un envoi en clair de la clé. Il y a juste un petit algorithme derrière calculatoire assez bête pour retrouver la clé, mais c'est absolument pas plus sécurisé de faire comme ça. C'est juste qu'on s'éloigne de la spécification RF4CE au final en faisant ça. Mais c'est pas plus sécurisé autrement. Ça ne rajoute pas de niveau de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Alors que ces attaques-là ne sont pas spécifiques à cette cible-là. N'importe quelle box TV Zigbee pourrait être vulnérable de la même façon, on va dire. L'attaque est cependant pas simple à cause du faible niveau de signal durant l'échange de clés. Mais en fait, si vous êtes un petit peu outillé, vous pouvez faire la capture. Soit en utilisant un amplificateur à bas bruit, un LNA là, pour faire la réception, soit un amplificateur de puissance pour faire l'émission et ou la réception, et éventuellement une antenne directionnelle. Vous pouvez prendre une antenne Wi-Fi parce qu'on est sur les mêmes gammes de fréquences, pour pointer vers la box de votre victime et pour faire cette capture. Donc il faut grosso modo un amplificateur et une antenne adaptée pour arriver à faire cette écoute. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi en conclusion? Que c'est généralement tous les protocoles d'échange de clés Zigbee sont vulnérables de la même façon que ça soit du Zigbee ou Zigbee RF4CE, parce qu'il n'y a pas d'échange de clés propre sur ces technos-là. Et une autre conclusion aussi à laquelle je suis venu, c'est qu'il y a très peu de dissecteurs Zigbee RF4CE, à part celui du Bika. Voilà, ils sont poussifs, les autres ils ne marchent pas très bien. Et on va terminer donc par des bonnes pratiques sur la sécurité des protocoles sans fil, parce qu'on voit beaucoup de protocoles apparaître et on retrouve souvent un peu les mêmes vulnérabilités, et on se demande pourquoi en fait on n'adopte pas des bonnes pratiques une fois pour toutes. Alors grosso modo, vous avez 3 menaces principales sur les protocoles sans fil qui existent. Première menace, l'écoute passive. Et les bonnes contre-mesures contre l'écoute passive, elles sont connues, les recettes sont éprouvées, il n'y a pas besoin d'inventer des choses. C'est faire un échange de clés sécurisé, et pour ça, il y a quelque chose qui marche à coup sûr, qui est le protocole de Diffie-Hellman. Voilà. Et pour l'écoute aussi, vous avez une autre contre-mesure qui est le chiffrement. Pour éviter le protocole d'être écouté, si tout est chiffré, vous empêchez certes pas l'écoute, mais on ne peut pas interpréter le résultat et donc on ne peut pas faire grand-chose avec du chiffrement. Donc ça, c'est les 2 recettes qui marchent contre l'écoute. Ensuite, contre le brouillage du signal, il y a des choses qui existent aussi, qu'il faut s'inspirer de ce qui existe.
Il y a de l'étalement de spectre qui est efficace. Hein. Vous étalez plus votre signal que l'attaquant, comme ça il peut en occulter qu'une seule partie. Ou vous pouvez changer de fréquence ou de canal plusieurs dizaines ou centaines de fois par seconde. Ça évite aussi le brouillage. Voilà, c'est ce que fait Bluetooth par exemple, mais pas uniquement. Et troisième type de menace sur les protocoles sans fil, l'usurpation, souvent à travers d'ailleurs le rejet de signal. Là, il y a deux recettes qui marchent bien contre l'usurpation. Les mécanismes anti-rejet, donc les nonces cryptographiques par exemple, et l'authentification en utilisant un challenge. Voilà. Donc une bonne authentification, il n'y a qu'une seule façon de la faire, c'est en utilisant un challenge. Vous ne pouvez pas faire une authentification avec un envoi que dans un sens, unilatéral, entre le client et le serveur ou le serveur et le client. Il faut forcément qu'il y ait un échange pour construire la clé de manière fiable. Voilà, donc les recettes, elles sont là. Il faut les réutiliser, simplement. Et de manière générale, choisir en fait son protocole sans fil en fonction des besoins de sécurité que vous avez. Ce n'est pas forcément besoin de mettre du chiffrement de qualité militaire partout, surtout sur des objets où il n'y a pas d'échange de données sensibles et qui ont besoin d'avoir une très très bonne autonomie et une longévité et une légèreté, avec des capacités un peu limitées. Il y a un stade qui est critique dans l'interconnexion des objets connectés, c'est la phase de pairage. Quand vous faites un pairage, c'est une opération un peu critique parce qu'un attaquant peut éventuellement faire du mine the middle pendant ce temps-là ou peut éventuellement intercepter la clé. Donc faites toujours vos pairages dans des environnements un peu contrôlés et pas dans un lieu public, typiquement. Voilà. Sinon, une bonne pratique aussi, c'est de monitorer en continu ces réseaux de manière à regarder s'il n'y a pas d'activité suspecte, donc de type IDS. Ne surtout pas réinventer la roue. Il y a plein de constructeurs qui recréent des protocoles propriétaires sans fil et c'est la meilleure façon en fait d'avoir un mauvais protocole. Il y a plein de choses qui existent déjà, il n'y a pas besoin de refaire sans arrêt des nouveaux protocoles. Il faut utiliser les anciennes recettes, donc on a vu les recettes en slide suivante. Il y a Bluetooth par exemple, un Bluetooth 4. Alors je ne parle pas de Bluetooth Low Energy, parce que Bluetooth 4 se regroupe Bluetooth et Bluetooth Low Energy, mais Bluetooth par exemple, il est quasiment parfait d'un point de vue sécurité. Il y a un échange de clés qui est très très correct aux règles de l'art. C'est du Diffie-Hellman sur des courbes elliptiques. Il y a un chiffrement qui est aussi aux règles de l'art. Il n'y a pas grand chose à redire sur du Bluetooth récent. Donc, par exemple, on peut s'inspirer de ce que fait Bluetooth au niveau sécurité. Et quand c'est possible, restreignez simplement l'environnement physique radio. Simplement pour pas qu'il y ait d'attaquants sur ce terrain-là. Voilà, donc c'est juste restreindre le périmètre physique d'utilisation quand c'est possible aux personnes qui ont besoin d'accéder au réseau, mais pas plus que ça. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. S'il y a une ou deux petites questions rapides, je suis à vous. On a le temps pour une question. J'espère qu'elle est intéressante, tu représentes tout le groupe. Là, vous l'avez fait pour la box, on va pas citer la marque, on va dire Free. Mais il y a une console Nintendo qui utilise, est-ce qu'elle utilise le même protocole, genre la Wii et la Wii U, avec ses télécommandes? Nintendo? Ah, je sais absolument pas, j'ai pas regardé. Parce qu'ils ont des télécommandes et puis pareil qu'on synchronise. Est-ce que ça utilise Zigbee ou est-ce que c'est une protocole remote? Alors, il y a beaucoup de télécommandes qui sont plutôt en Bluetooth dans le milieu du jeu, mais je sais pas. Pour ce qui est de Nintendo, je ne connais pas suffisamment pour vous dire. PlayStation 4, les manettes, est-ce que ça utilise Zigbee aussi? Il faut regarder. D'accord. Alors si on est sur du Zigbee, évidemment, on pourra retrouver des scénarios un peu comme celui-ci. Mais sur une console de jeu, évidemment, les impacts seront moins importants parce qu'a priori, il n'y a pas de données sensibles, pas de possibilité d'usurper la victime, à part peut-être de l'usurper sur un jeu en ligne. Le compte des jeux en ligne, par exemple. Merci. Merci. Merci Nono.